Bienvenue à tous à cette édition spéciale consacrée à la 73e Assemblée Générale des Nations Unies à New York qui vient de s'ouvrir. Donc ce jour, plus de 160 pays y prennent part, dont la République démocratique du Congo, représentée au plus haut niveau par le chef de l'État Joseph Kabila à la tête d'une forte délégation. Il est arrivé sur place à New York dimanche, le chef de l'État Joseph Kabila qui va prononcer dans quelques minutes donc, un discours. Sera peut-être son dernier discours. Que dira Joseph Kabila? La grande question qui se pose, ce discours est très très attendu pour analyser justement cette session des Nations Unies et même ce discours du chef de l'État, je le disais très attendu. Sur ce plateau, Bruno Kaïmoa, internationaliste, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Mais également un politique, Ferdinand Cambéré, qui est député national, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Un internationaliste, mais aussi un politique. Et oui, le thème de cette 73e session, il faut rappeler, faire de l'ONU une organisation pour tous, une force mondiale fondée sur les responsabilités partagées au service des sociétés pacifiques, équitables et durables. Au regard de ce qui se passe dans le monde, on a l'impression, ça c'est la première question que je vais poser à mes deux invités, loin d'être pacifique, le monde n'est plus en paix. Bruno Kaïmoa. Oui, à voir ce qui a été pris comme thème, on comprend bien que l'ONU veut devenir ce qu'elle ne l'est pas. Elle veut fournir des efforts pour que le monde soit effectivement en paix, parce que l'organisation internationale n'a pas réussi à installer une paix définitive, une paix durable dans le monde. Il semble être vrai que les gens qui sont parfois membres du Conseil de sécurité ou les grandes puissances de cette même organisation sont parfois à la base des différentes crises que nous vivons dans le monde. Et donc, on ne peut pas aller chercher les belligérants, on ne peut pas aller chercher des promoteurs des crises que nous connaissons dans notre monde sous d'autres planètes. Ils vivent avec nous sur la planète Terre et ce sont les mêmes membres des Nations Unies. Et donc voilà pourquoi le thème a été choisi. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que le thème a été choisi quand même par une présidente, une ancienne ministre des Affaires étrangères de l'Équateur. Je connais bien ce pays, comment il a lutté pour mettre fin aux différentes guerres que les États-Unis ont imposées aux pays latino-américains. Donc quand j'ai vu ce thème, je m'étais dit que dans la tête de la présidente de l'Assemblée générale, qui est une dame de l'Équateur, il y a eu ça. Il y a eu cette préoccupation principale. Voilà ce qui peut être dit d'entrée de jeu par rapport au sujet de cette assemblée, cette 33e assemblée générale des Nations Unies. Et oui, Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, reconnaît également que le monde est de plus en plus chaotique, que les peuples ne se sentent plus en sécurité. Merci pour cette opportunité et bon vent à cette 73e session de l'ONU. Je pense qu'avec ces cris annoncés par Guterres, comme vous le dites, c'est un cri interpellateur. Interpellateur parce que la réalité, c'est que le monde naturellement est conflictuel. Même en naissant, pour qu'un enfant né viable, il doit nécessairement sortir un cri. Ce qui suppose quelque part des souffrances d'affrontement qu'il doit subir, parce que quand il ne sort pas de cri, il ne vit pas. Et que donc, je salue plutôt pour moi ce thème, qui est un thème interpellateur, pour tous ces peuples du monde, à voir le nombre de conflits qu'il y a au monde, à voir les affairistes qui se mêlent dedans, comme l'a bien dit le professeur, pour imposer des guerres chez les autres
inventer et vendre des guerres chez les C'est tout de même paradoxal par rapport à la vision peut-être des pères fondateurs des Nations Unies. Et que maintenant, naïvement, il y ait des peuples parfois, certaines personnes qui accueillent ces guerres vendues et qui acceptent que celles-ci soient implantées sur ou contre leurs propres frères. Allusion faite? C'est partout au monde, parce que vous savez qu'il n'y a aucune guerre qui puisse réussir s'il n'y a pas de complices internes. Si tout le monde simplement savait que, bien qu'imposé de l'extérieur, si on prend conscience de l'intérieur pour contrer tout ce qui est inventé, pour faire souffrir la population et que toute la population prenne conscience pour contrer, pour barrer la route à toutes ces aventures, je crois que même l'ONU n'aurait pas la place. Elle serait là qu'à pacifier. Mais aujourd'hui, peut-être que ceux qui ont créé cette institution, l'idée était, même si c'est au niveau du chapitre 7, d'imposer la paix, mais la RDC est loin vraiment de saluer une quelconque paix qui aurait été. Parce qu'on aurait bien voulu que cette institution soit capable d'imposer la paix, mais on trouve qu'entre États et parmi ceux qui viennent donner les leçons de la paix, il y a parfois des éléments qui sortent de mailles et qui profitent des esprits faibles pour continuer. Esprit faible, je parle de l'interne, pour continuer à pérenniser la misère à la population, la souffrance à la population, les guerres, les massacres, partout au monde. Et c'est ça qui est malheureux. Et je crois que Guterres a raison, à relever ça comme un questionnement de l'ère, pour qu'à un moment donné, les gens prennent conscience lorsqu'ils ont les territoires et qu'ils sont un peuple, qui cherche un gouvernement qui puisse nécessairement mettre des programmes qui soient bénéfiques au bien-être de ces populations. Nous irons du côté de New York parce que les enjeux de cette 73e session, où certains parlent, il faut reprendre la confiance, certains parlent des enjeux sécuritaires. Notre envoyé spécial sur place, Fabien Lumbala, a fait cette analyse que nous allons vous proposer avant de poursuivre, n'est-ce pas, ce plateau, cette 73e session. Et si nous sommes là, c'est aussi pour parler du discours du chef de l'État, Joseph Kabila, qui va prononcer certainement son dernier discours du haut de la tribune des Nations Unies. Que dira Joseph Kabila? Nous allons analyser avec nos invités. Et après ce discours, nous allons, une fois de plus, retourner sur ce plateau pour décrypter ce qu'aura été ce discours. Mais pour l'instant, quels sont les enjeux? Analyse de Fabien Lumbala depuis New York. La guerre commerciale entre Pékin et Washington, il est vrai que la sécurité est un problème qui se pose avec beaucoup d'acuité partout dans le monde et surtout dans plusieurs régions de la planète Terre. L'ONU, on le sait très bien, a échoué à plus d'une fois à rétablir ou à restaurer la paix dans plusieurs régions. L'ONU a même fait bagage sans pour autant remettre de l'ordre et la paix dans les pays où elle était mobilisée. Alors, nous allons entendre plusieurs chefs d'État et de gouvernement lors du débat général ce mardi à travers les adresses des différents dirigeants venus du monde entier. D'autres, on le sait, seront très durs et très sévères envers les Nations Unies pour la méthode, et parfois qui n'est pas très bonne dans certains coins du monde. Pourquoi un dialogue en ce moment alors que les élections ont amorcé à travers le processus électoral le dernier virage au Congo-Kinshasa, comme semble le souhaiter la Belgique, qui a fait également le tour à travers son chef de la diplomatie dans quelques pays africains, notamment l'Angola, le Congo, Brazzaville et l'Afrique du Sud. La question a été posée à Didier Reynders, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Belgique. Et tout à l'heure, dans l'enceinte de l'ONU,
il n'a pas voulu répondre à cette question, souhaitant tout simplement postposer l'interview. Nous avons eu également le courage d'approcher Saïd Dinit, qui est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans le Grand Lac. Eh bien, Saïd Dinit a tout simplement voulu nous donner sa carte et renvoyer l'interview dans les prochaines heures, en attendant qu'il tente de rencontrer les dirigeants congolais, surtout le chef de l'État. Voilà, enjeu économique, les relations Chine-Russie, États-Unis, Chine, États-Unis-Russie, l'échec de l'ONU, c'est un peu l'analyse que vous venez de faire tout à l'heure. Aussi, vous êtes de cet avis, M. Kayimboua, aveu d'échec de l'ONU. Oui, le problème des Nations Unies à ce jour, c'est que cette institution internationale a été mise en place principalement par des pays occidentaux, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais le contexte a grandement changé. Les acteurs ont aussi changé. La situation a évolué. L'institution, l'ONU reste avec ses vieilles institutions. C'est ça l'inadéquation. Il faut résoudre cette question. Et donc, aujourd'hui, nous avons des puissances comme la Chine, l'Inde, je peux dire les BRICS qui sont là, qui pèsent déjà dans la réalité quotidienne de notre planète, mais qui ne sont pas reconnus, n'ont pas le même poids au niveau des Nations Unies. Et l'Occident qui jouait un rôle de premier plan, c'est un espace qui va aussi chercher la solution de ces problèmes en Chine, lorsque ils ont des problèmes soit économiques ou c'est pas moi quoi. Et donc il faut travailler pour que la réalité actuelle soit en conformité avec les institutions. C'est ça le premier vrai problème des Nations Unies. Si on résout ces problèmes-là, je crois que le reste, on peut voir cette institution être en mesure de résoudre les problèmes qu'il doit résoudre. Et s'il faut, je vais dire, actualiser les institutions, il faut avoir un continent comme le nôtre avec des pays membres du Conseil de sécurité. Toutes ces questions expliquent pourquoi l'ONU est incapable d'apporter de solutions dans les différents coins de la planète et se comporte comme une institution affaiblie, incapable de résoudre les problèmes planétaires. Alors, revenons au discours du chef de l'État. La grande question, peut-être que l'on se pose, discours d'adieu, discours d'au revoir, dernier discours, que dira Joseph Kabila ce soir à la tribune? On peut déjà projeter, Ferdinand Cambéré? Oui, mais je crois que le chef de l'État est allé comme le chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, et que donc il n'est point question d'un discours d'adieu ou de quelque chose. Il va parler parce que c'est lui qui représente la République démocratique du Congo. À la SADC, c'était un discours d'au revoir. En vertu de quoi? En vertu de quel principe? Parce que notre Constitution, l'article 70... Il a dit lui-même que c'est un article... Que nous révérons sûrement, c'était un discours d'au revoir. On se dit on se révérera, tu sais que dans la vie politique sur cela, si ça était ça la question là-bas, mais aux Nations Unies, principalement, il va parler de la situation de son pays, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire. Politique, ce sont les élections qui sont en cours, c'est le processus électoral. C'est toutes ces ingérences qui viennent de gauche à droite, quand bien même le processus électoral et démocratique évolué suffisamment parce qu'un très jeune président de 42 ans est accepté contre tout ce qui était prêché par ailleurs, de choisir, d'accepter de se soumettre à un exercice de consultation de tous les membres du Front commun pour le Congo, à se soumettre à ça pour chercher un candidat. Il a même donné des critères. Qui est un candidat commun pour tout le monde? Il faut accepter que c'est un processus démocratique à ce niveau-là, où on est à la recherche
de l'alternance évolué et que le processus électoral avec le calendrier de Nanga est en train d'aller jusqu'au 23 sans blocage, mais que malheureusement c'est des puissances qui croient qu'ils ont encore à dicter, qui croient qu'on est encore des bébés. Ils ne voient pas un peuple qui est en train, certes, d'étayer son chemin sur une montagne rocailleuse, mais qui avance bien, quels que soient les calvaires, quelles que soient les souffrances que ce peuple est en train de subir. En interne. C'est le prix parce que ce pays, on est décidé. Ouais. Mais en interne, le regard, par rapport à il faut le dire, vous êtes du FCC, le regard de l'opposition, c'est peut-être ce regard-là par rapport à la machine à voter, par rapport à l'évolution du processus, qui fait en sorte que le doute aussi vienne de l'extérieur. Non, justement, de l'extérieur, on a des puissances qui, pour nous, lorsque on développait un discours contre une simple machine qui n'était qu'un instrument ou un outil que la CENI a proposé pour faciliter à l'électeur de faire un choix, pour opérer 3 scrutins à moins de temps, et que ce discours-là, pour vérifier si ils étaient fondés, la Grande-Bretagne a financé une mission qui est venue jusqu'ici, qui a travaillé, qui a ouvert la machine, qui a fait une autopsie sans égale. Avec des recommandations, il faut le dire aussi. Avec des recommandations que la CENI a accepté de rencontrer à 100%, en affirmant d'ailleurs que pour la plupart, c'était des recommandations déjà qui avaient trouvé des solutions. Mais pour ce qui reste, la CENI était prête pour faire évoluer et pour assurer tout le monde d'évoluer. Alors, donc, vous voyez que le discours ne peut être que celui-là de rassurer tous les peuples congolais, de décourager tous ces fauteurs de troubles, tous ces gens qui croient qu'ils peuvent encore décourager la population, terroriser la population pour ne pas aller aux élections, de se ressaisir. Parce que le Congo est le nôtre, le Congo appartient au peuple congolais, et non aux Belges, et non aux Français, et non aux Anglais. C'est au peuple congolais que ce Congo appartient. Bruno Kaïmoa, vous êtes internationaliste. Le regard que disons, la communauté internationale avait sur Joseph Kabila, par exemple, avant ce choix du dauphin, par rapport aux attentes sur les élections, pour certains, c'est la tête haute qui pourra peut-être tenir son discours par le fait d'avoir tenu aussi ses promesses. Je crois que la plupart du pays s'étaient trompés de l'homme parce que, bon, ils sont confis. Les gens qui croyaient que le président n'allait pas tenir parole, les gens qui s'imaginaient qu'il allait être candidat aux élections du 23 décembre, ils sont confus. C'est ce qui explique, cette confusion explique pourquoi nous avons un ministre comme le ministre des Affaires étrangères belge qui, il ne sait plus faire marche arrière, il continue à aller à gauche, à droite pour ne pas laisser le Congolais en paix. Et donc, le président, en posant cet acte, tout ce qu'il a fait, c'est de respecter une certaine logique qu'il avait mis en place lui-même. Donc, il a dû respecter un engagement qu'il avait signé avec lui-même. Malheureusement, les gens n'ont pas voulu le croire. Et je ne peux pas dire que les gens n'ont pas voulu le croire. Les gens, ils sont de mauvaise foi. Quand on voit ce que fait la Belgique, le pays comme la Belgique aujourd'hui, on sent à fond que c'est un pays qui a une mauvaise foi, sur qui le Congo ne devrait pas compter pour aller de l'avant. Parce qu'avec tout ce qui a été fait, on attendait à ce que le président désigne, on tenait à ce que le président puisse désigner son successeur. Il l'a désigné. On commence à crier sur la machine à voter. On ouvre les portes pour que les experts viennent. Et ce ne sont pas des experts zambiens ou encore maliens. On est parti prendre les experts britanniques qui sont venus. Ils ont travaillé.
Et ils ont fait des recommandations, il n'y a pas de problème. Il fallait. Ce qui blesse, à mon avis, c'est que la Belgique, comme ils nous considèrent toujours comme de petits enfants, ils tirent des dividendes derrière les aides qui nous amènent. Ils se voient confis. Ils ne savent plus comment retirer quelques sous dans leur budget pour prétendre venir aider le Congolais. Ils ne vont pas le faire malheureusement cette année. Et ça blesse certains politiciens des puissances occidentaux qui se voient frustrés parce qu'il n'y aura pas cette fois-ci une justification pour dire on est allé soutenir les élections de la République démocratique du Congo. Et une autre chose, quand on vous appuie, on vous contrôle. Dans le bon, dans le bien comme dans le mal. Alors, donc, on vous impose des principes, on veut vous dire la direction qui doit être prise. S'il n'y avait pas des élections provinciales en 2011, c'est simplement parce que ceux qui avaient financé les élections, ceux qui avaient donné une partie de leur argent pour les élections de 2011, ils avaient dit pas question d'aller aux élections provinciales, on doit d'abord gérer tout ce qui n'a pas été bon pendant pendant les élections, l'élection présidentielle et législative. Et donc, si on avait financé nous-mêmes les élections de 2011, on ne pouvait pas avoir un Sénat qui est venu depuis 2006. De 2006 jusqu'en 2018. Et donc, voilà pourquoi cette décision de financer nous-mêmes les élections, elle a sa place. Elle vaut sa peine et nous devons la soutenir, bien qu'elle n'est pas acceptée par les autres. Alors, le discours de Joseph Kabila attendu, il va sûrement évoquer le processus électoral en République démocratique du Congo, le processus qui évolue. Oui, lors d'une réunion à Luanda tout récemment, le ministre des Affaires étrangères, Léonard Kitundu, avait préparé justement cette réunion. Le regard qu'a l'Union africaine, la SADC, la CEAC, la CIRGL sur le processus électoral en République démocratique du Congo, c'est justement cet élément que nous vous proposons. Un autre succès au front diplomatique sur le continent, les chefs d'État et de gouvernement de la SADC, la CEAC et la CIRGL, en concertation politique pour l'unité en action, réunis à Luanda, en Angola, félicitent leur homologue de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, pour sa constance dans l'observation de la constitution de son pays. Dans un communiqué final sanctionnant la fin des travaux, il salue la démonstration claire de la détermination du chef de l'État congolais de placer les intérêts du peuple de la République démocratique du Congo au-dessus de toute autre considération. En présence de Mohamed El Hassan Lebat, le conseiller stratégique et représentant de Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, Joao Lourenço, hôte de marque de la rencontre et président en exercice de l'organe pour la coopération politique défense et sécurité de la SADC, Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo et président en exercice de la CIRGL, Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise et président en exercice de la CEAC, Léonard Kitundu, vice-premier ministre des Affaires étrangères et représentant spécial du président Joseph Kabila, le ministre ougandais Kutesa des Affaires étrangères et représentant du président Museveni, la ministre rwandaise Louise Mushikiwabo, représentant le président Paul Kagame, ont salué l'engagement du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres et le rôle de la MONUSCO pour la stabilité de la RDC conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont également réaffirmé leur volonté d'accompagner et de soutenir le peuple de la République démocratique du Congo en ce moment important de la consolidation de leur processus démocratique. Les chefs d'État ont en outre noté avec préoccupation la présence continue des forces négatives de la ADF et de FDLR dans l'est de la RDC où continuent de faire des victimes civiles et déstabiliser les pays voisins. Les chefs d'État lancent par conséquent un appel pour une action régionale contre ces forces négatives, comme il a été souligné auparavant dans plusieurs communiqués des différents sommets. À noter que ce sommet qui n'a connu ni la cérémonie d'ouverture, encore moins celle des clôtures, a tout simplement clôturé par un communiqué qui a été remis aux participants et à la presse.
Voilà, le chef de l'État Joseph Kabila qui va prendre la parole dans quelques minutes donc sur la 63e, la tribune de la 63e Assemblée Générale de l'ONU, le processus électoral. Il va en parler sûrement. Que dira Joseph Kabila? Déjà que la SADC, la CEAC, la CIRGL, comme on vient de le suivre tout à l'heure dans cet élément qui félicite la République démocratique du Congo. Nous allons prendre New York, mes invités, nous allons prendre justement New York parce qu'on me signale que le chef de l'État, Joseph Kabila, oui, qui est déjà là, comme on voit sur ces images, le chef de l'État qui s'avance devant la tribune, qui va prendre la parole dans un instant. Nous allons suivre ce discours très attendu que nous allons commenter tout à l'heure avec nos invités. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, comme plusieurs années auparavant, je me réjouis de prendre la parole du haut de cette tribune, d'abord pour rendre hommage à un digne fils du continent africain, M. Kofi Annan, qui vient de nous quitter il y a quelques semaines, après avoir marqué notre organisation d'un engagement exemplaire au service de la paix. Je salue ensuite le leadership incontestable du secrétaire général Antonio Guterres dans la défense d'un multilatéralisme fort influencé par une ONU réformée. En même temps, j'adresse mes très vives et chaleureuses félicitations à vous, Madame la Présidente, pour votre brillante élection, reconnaissance évidente de votre expérience en qualité de diplomate. Madame la Présidente, lors de mon intervention à la 72e session ordinaire de notre auguste Assemblée, j'avais brossé la situation interne de mon pays en affirmant sur le plan sécuritaire que grâce aux efforts entrepris, nous avions réussi à inverser la tendance dangereuse au centre du pays et à améliorer significativement la situation. Pendant qu'au nord-est, les efforts méritoires fournis par les forces de défense et sécurité nous permettaient de contenir les attaques terroristes. Aujourd'hui, la paix se consolidait au centre du pays. En témoigne la réinsertion très avancée de familles qui avaient été forcées de se déplacer à l'intérieur du territoire national ou de s'exiler dans le pays limitrophe du fait de violences déplorées. Le défi de la sécurité reste cependant entier dans la région du Nord-Est à cause de la persistance des activités terroristes qui n'ont pas endeuillé seulement le territoire de Béni le 23 septembre dernier, mais aussi d'autres pays de la région. En tout état de cause, ces attaques qui constituent un défi de plus à tous ceux qui ont à cœur la défense d'un monde libre, débarrassé de toute violence aveugle, ne nous empêcheront pas de poursuivre notre action en faveur de la paix et de la stabilité de notre pays et surtout d'engager d'autres efforts supplémentaires en vue de la sécurisation du processus électoral en cours. Madame la Présidente, au plan politique, en saluant les efforts fournis par toute la classe politique, traduits à travers un consensus global
sur le processus électoral avec pour objectif ultime l'organisation des élections, j'avais mentionné le progrès réalisé, notamment dans la constitution du fichier électoral et l'imminence de la publication du calendrier électoral. En dépit des défis énormes qui jonchent encore son parcours sur tout le plan, comme l'année passée, je réaffirme le caractère irréversible de la tenue des élections prévues à la fin de cette année. Ainsi, la situation politique de mon pays gagne en lisibilité. Toutes les échéances prévues au calendrier électoral en vue de prochains scrutins étant à ce jour tenues. Tout sera mis en œuvre afin de garantir le caractère apaisé et crédible des scrutins, gage de la consolidation de la stabilité politique et économique dont la République démocratique du Congo a tant besoin pour son émergence. Madame la Présidente, faire de l'ONU une organisation pour tous, une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées au service des sociétés pacifiques, équitables et durables. Tel est le thème du débat général de la présente session. Cela suggère un regard sans concession sur notre organisation en invitant ainsi chaque État membre à valoriser sa contribution au bénéfice de la collectivité universelle et à protéger les valeurs qui font des Nations Unies le rempart de la solidarité, de la paix et du progrès partagé face aux profondes mutations survenues sur la scène internationale, marquées par l'émergence de nouveaux pôles de développement et l'apparition de nouvelles menaces, dont certaines ont des répercussions planétaires. Ce qui justifie une fois de plus tout intérêt des réflexions engagées et partagées autour de la réforme de notre organisation afin d'en assurer un meilleur fonctionnement. Pour autant, l'efficacité de notre organisation dans ce nouveau contexte demeure également tributaire de sa capacité à préserver les idéaux sur lesquels repose l'édifice de l'équilibre mondial issu de San Francisco. Madame la Présidente, nous ne saurons pas faire de l'ONU une organisation pour tous si l'ingérence caractérisée de certains gouvernements dans les affaires relevant sans aucun doute de la politique intérieure des États, en violation des règles qui la régissent, est dangereusement tolérée, sinon banalisée. Voilà qui explique la position de mon pays de dénoncer et de s'opposer à toute ingérence dans le processus électoral en cours et de financer l'entièreté de ce coût opérationnel. Par ailleurs, mon pays exige le retour aux fondamentaux en matière de démocratie et de droits de l'homme, un des sujets à la base de la diplomatie à géométrie variable, instrumentalisée à outrance par certains pour affaiblir sciemment des pays qui ont pourtant décidé de se tourner résolument vers le progrès. La République démocratique du Congo
quoique vieille seulement de 58 ans d'âge et d'une quinzaine d'années de démocratie, est fière aujourd'hui de partager son expérience en la matière, tant au sein du Conseil des droits de l'homme dont il est membre, que dans d'autres forats régionaux et internationaux. Et ce, en toute humilité, mais sans complexe, ayant présent à l'esprit que le chemin à parcourir reste encore long. Nous ne pouvons faire enfin de l'ONU une organisation pour tous au profit des sociétés durables tant que la faune et la flore des pays détenteurs des grands massifs forestiers ne serviront que d'ornement sous le prétexte bien choisi de constituer le poumon de l'humanité, sinon des réparateurs de dégâts environnementaux causés par les industries du Nord. Si en même temps, aucune volonté réelle d'allouer des contreparties conséquentes à nos populations ne cristallise des engagements maintes fois souscrits, mais jamais tenus. Madame la Présidente, il y a près de 15 ans, le continent africain s'était exprimé d'une seule voix pour demander son entrée au Conseil de sécurité de l'ONU en qualité de membre permanent à l'issue d'une réforme de notre organisation. Compte tenu des changements multiformes constatés depuis de nombreuses années au nom de l'équité, mise aujourd'hui en exergue dans le cadre de nos présentes assises, l'Afrique souhaite mieux faire entendre sa voix, en écho aux attentes de ces populations qui réclament davantage de représentativité au sein de cette organisation de portée universelle, dont l'essentiel de ses actions de maintien de la paix concerne le continent. Aussi, 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés au plan opérationnel, mon gouvernement réitère son exigence du début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale. Et pour conclure, Madame la Présidente, je mesure le progrès réalisé aujourd'hui par mon pays, qui il y a encore quelques années était confiné au rang d'État failli, mais aujourd'hui affiche des ambitions d'émergence incontestables, tant les signaux économiques, sécuritaires et politiques sont encourageants. Les défis qui se dressent devant nous ne sont certes pas le moindre, mais ils ne peuvent infléchir ma foi en un avenir radieux pour mon pays, où le peuple sait déjouer le piège de l'histoire et affirmer avec force son attachement à son unité, à son indépendance et à sa souveraineté. Je voudrais aussi vous assurer que la République démocratique du Congo se tiendra toujours aux côtés de notre organisation aussi longtemps que celle-ci restera elle-même à notre côté, parce qu'elle incarne l'aboutissement le plus concret des efforts de tous pour la paix et le bien-être de notre planète. Il revient cependant aux États membres d'œuvrer en faveur d'une organisation plus forte en préservant dans leur agir
les valeurs qui l'ont vu naître et dont la portée se trouve sans conteste dans la préservation de l'humanité. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Son allocution qu'il vient de prononcer. J'invite les représentants à rester assis alors que nous allons saluer le chef d'État. Voilà, c'en est fini pour ce qui est de ce discours, le 73e... La sécurité causée par les Camerounais Sapou. Aujourd'hui, il y a une certaine évolution. Oui, l'insécurité maintenant qui s'est transplantée au niveau du nord-est de la République démocratique du Congo, notamment à Béni. On en parlera. La politique, l'évolution du processus électoral. Oui, comme l'a dit également l'Union africaine, la SADC, la CIRGL, le chef de l'État est également revenu justement sur l'évolution du processus électoral que la RDC veut financer seule. L'ingérence des pays dans le processus électoral, on a suivi dans le discours justement ce message pour dire non à l'ingérence de certains pays en ce qui concerne les affaires de la République démocratique du Congo, les élections qui relèvent de la souveraineté du pays, l'environnement, les pollueurs qui doivent aussi notamment payer plus parce qu'ils polluent plus, mais également l'échec de la MONUSCO qui doit nécessairement se retirer de la République démocratique du Congo. Je crois que ce sont là les grandes lignes de ce discours du chef de l'État. On n'a nulle part entendu que c'était mon dernier discours, par exemple. Ferdinand Cambéré. Vous avez compris, le chef de l'État, il est président de la République démocratique du Congo, il est averti d'une constitution. Et c'est donc à cette qualité qu'il a été invité pour parler de son pays et il vient de le faire avec brio. Il a fait un discours qui est succinct, fort et sincère parce qu'on l'a vu aller de l'état sécuritaire de ce pays qui est plus ou moins stable de manière générale, mais il a évoqué quant à ce qui concerne de manière générale sur la situation de Béni. Où le 23, Béni, il y a encore eu des morts. Où le 23, il y a encore eu des morts par des terroristes. Parce que le mot est ressorti bien de ce discours. Donc les terrorismes déjà veulent terroriser la population alors que le processus électoral et démocratique est suffisamment avancé. Il a dénoncé l'ingérence que certaines puissances voudraient bien utiliser pour essayer de bloquer ou de torpiller ce processus, que pourtant une fierté du peuple congolais qui s'affirme dans son unité, dans son indépendance et dans sa souveraineté. Il a invoqué ces temps de réforme de cette institution qu'est l'ONU, qui est en réalité une institution d'équilibre, devait jouer une institution d'équilibre entre les États. Et c'est à cela qu'il en a appelé aux réformes pour que l'Afrique ait sa place. Au Conseil de sécurité. Comme membre permanent au Conseil de sécurité, pour que au moins sa voix soit directement entendue et non comme elle l'est maintenant par des émissaires et des commissionnaires. Et il a invoqué le fait que les droits de l'homme, qui sont des valeurs partagées, mais qui malheureusement sont souvent instrumentalisées par ces puissances, qui considèrent
qui les instrumentalise à outrance pour plutôt vouloir dominer les autres États qui aspirent à l'émergence, tout simplement pour les laisser dans cette position de domination, ce qui est une injustice, ce qui est contre le droit de l'homme lui-même. Voilà comment il a fait comme ça les contours. Un discours convaincant? Convaincant et rassurant, parce qu'il a affirmé encore une fois, comme il a dit, ce processus électoral est irréversible, il sera financé par le gouvernement congolais et que donc l'appel était fait au peuple congolais, porteur de beaucoup d'espoir, pour s'assurer. Parce que plusieurs autres interpellations, comme par rapport à l'environnement, nous, porteurs ou propriétaires des forêts qui donnent l'oxygène, poumon du monde, mais ces pollueurs plutôt qui deviennent des donneurs de leçons, et alors que en même temps. Donc voilà un discours bref, concis, mais qui a tout dit et qui a interpellé ceux-là qui se donnent toujours comme des donneurs de leçons. Et je pense que s'il sera écouté et suivi par beaucoup d'autres, peut-être que l'ONU deviendra, après les réformes, si l'Afrique est respectée et acceptée au Conseil de sécurité comme membre permanent, peut-être que la voix de l'Afrique finalement sera entendue. Bruno Caïmo, internationaliste. Oui, l'environnement, Ferdinand Cambéré a effleuré ce sujet, puisque il y a eu des conférences mondiales sur l'environnement. Il y a eu des décisions que des fonds devraient être alloués aux pays qui détiennent encore justement des forêts. Ces forêts, cette couche d'ozone détruite, il faut le reconnaître, par les pays industrialisés plutôt, d'Europe. Quelque part aussi, ce discours est revenu sur l'échec de la MONUSCO, 20 ans de la MONUSCO, résultat mitigé, c'est le terme qu'a employé le chef de l'État. La RDC exige justement son retrait quelque part. Est-ce que ça sera facile depuis des années que la RDC réclame justement le retrait de la MONUSCO? Oui, le constat que je viens de faire du discours du président de la République, c'est que c'est un discours qui est logiquement la continuité de son discours de l'année passée. Donc c'est là où vous sentez que c'est pratiquement un homme qui sait ce qu'il fait, et un homme qui n'est pas là pour mentir ou pour tromper l'opinion. Donc il a commencé par rappeler les promesses qu'il avait faites du haut de cette même tribune l'année passée. Voilà, la 72e session. Et donc, il dit, madame, l'année passée, quand j'étais ici, voilà ce que je vous avais promis. Et par rapport à mes promesses, voilà à quel niveau nous nous trouvons. Et parce qu'on est à ce niveau-là, le 23 décembre, on ne va pas tergiverser, nous allons vers les élections. Et donc, voilà un homme qui est logique avec lui-même. Il a promis, il rappelle encore qu'il a observé ces promesses-là, et il tient à ce que le 3e cycle électoral qu'il organise. Et à cela, il a insisté sur le fait qu'il y a cette volonté en lui et dans le peuple congolais pour que la démocratie soit quelque chose de vivable et de possible chez nous. Mais selon les orientations que nous donnons. Les mêmes donneurs de leçons qui nous disent qu'il faut se tourner vers la démocratie, mais quand on s'engage dans cette voie démocratique que l'on voit être la meilleure pour améliorer nos conditions de vie, ce sont les mêmes qui viennent nous mettre le bateau dans le roue. Et donc, moi j'aimerais qu'on termine par la MONUSCO. L'exigence du retrait de la MONUSCO, est-ce que ce sera facile? Parce que ça fait des années que la République démocratique du Congo a reconnu l'échec ou le résultat mitigé des 20 ans de la MONUSCO en RDC. Mais cette exigence du retrait sera-t-elle entendue? Je crois que cette question
doit toujours être mis sur table. Parce que si nous, on n'insiste pas, si les Congolais ne tapent pas de manière continue sur ces points-là, la MONUSCO peut croire qu'ils sont venus pour s'installer pour du bon. Ils doivent partir. Ils sont venus pour nous aider. La situation s'est améliorée. Et donc, c'est notre pays. Ils doivent nous laisser libres gérer la question sécuritaire. Et donc, si on les laisse sans le faire pression de manière continue, ils seront là en train de créer des problèmes à gauche, à droite. On se rappelle de l'expression qui circulait dans le milieu même de la MONUSCO, on disait « no kunda, no job ». Donc, ils sont capables de créer des situations pour montrer qu'ils doivent encore rester si on ne le fait pas, et donc ils ne vont pas partir. Donc, ça vaut la peine que nos dirigeants, les chefs de l'État, puissent rappeler ça et de dire on a beaucoup travaillé, la situation s'est améliorée. C'est vrai qu'il y a la question de Béni, il y a la question du Nord Kivu, mais ce n'est pas au nom de la crise ou de la situation du Nord Kivu qu'on doit continuer à maintenir les troupes de la MONUSCO. C'est qu'ils sont à Kinshasa. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a des salaires qu'ils reçoivent, des milliers d'argent. Est-ce qu'il y a de l'insécurité à Kinshasa? Et donc, quand on observe de très près le travail que fait la MONUSCO, on comprend qu'ils doivent plier bagages et partir. Et ça, le chef de l'État ne peut qu'insister, ne peut que demander le départ de la MONUSCO. Sur la question environnementale, on va terminer par là. C'est extrêmement important qu'il ait rappelé cette question-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des puissances qui sont les premières puissances polières qui veulent aussi prendre part à cette contribution que les polières doivent mettre sur table. Pourtant, il n'y a que le Brésil, la RDC et les Philippines, je crois, moi, qui sont les trois grands pays qui doivent bénéficier de cette manne-là. Heureusement que ces trois pays sont déjà en train de s'organiser. Donc, il est important de rappeler du haut de la tribune que nous attendons votre contribution parce que nous sommes, en train d'aider la planète à survivre. Mais au même moment, l'initiative qui a été prise pour que ces trois pays s'organisent afin de former bloc et de réclamer cet argent, que cette initiative soit prise très au sérieux. Et il ne faut pas que la RDC se comporte comme un pays faible dans ce trio Philippines, Brésil et République démocratique du Congo. Il ne doit pas se laisser faire, il ne doit pas accepter que l'expertise ou de la Belgique, de la France ou des États-Unis viennent s'interposer pour demander les fonds parce que notre forêt est en train de contribuer énormément pour la survie de notre planète. Voilà. Merci beaucoup Bruno Kaïmoa, merci à vous également Ferdinand Kambere d'avoir accepté de rester avec nous aussi tard. Ce discours du chef de l'État qui était attendu du haut de la tribune de la 73e Assemblée Générale des Nations Unies, discours qui a débuté à 23h15 et à 23h30. Il est revenu sur la situation sécuritaire en RDC, politique, la non-ingérence justement dans le processus électoral, l'environnement, mais également l'échec de la MONUSCO et l'exigence de son retrait. Ce discours qui sera déjà demain dans les tribunes, qui sera largement commenté. Jusqu'au week-end, peut-être, nous aurons des invités qui vont passer sur ce plateau pour justement commenter cette actualité, ce discours du chef de l'État du haut de la 73e Assemblée Générale de l'ONU. Merci à vous, Ferdinand Kambere. Je rappelle que vous êtes député national. Non, honoraire. Honoraire, voilà. Secrétaire permanent adjoint du PPRD. Merci. Voilà. Bruno Kaïmoa, vous qui êtes un consultant de Télé 50 en matière internationale, souvent, vous êtes internationaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci à vous également de nous avoir suivis de partout dans le monde. Restez sur Télé 50 pour vous informer. Très bonne suite de nos programmes.